Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Pascal Boniface. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous dirigez l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Vous venez de publier 2 livres, le grand livre de la géopolitique aux éditions Erol et puis La France, malade du conflit israélo-palestinien aux éditions Salvator. Vous êtes donc l'un des experts français de géopolitique. Et avec nous, donc, vous allez nous aider, au-delà de notre actualité politique hexagonale, qui est un peu complexe et lourde en ce moment, à saisir les enjeux qui se trament au Moyen-Orient, autour de la Méditerranée, les chrétiens d'Orient, les sunnites, les chiites, l'Irak, la Syrie, la Turquie, l'Iran. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Agnès Rotivel pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. Et c'est Agnès Rotivel qui pose la première question de Face aux chrétiens. On va commencer sur la coalition internationale sur l'Irak. Le Congrès américain vient de voter le financement de la formation des rebelles syriens au Congrès. Maintenant, il faut que ça passe au Sénat. Est-ce que cette coalition internationale qui a été mise en place par les États-Unis vous semble être la seule bonne réponse au fléau de l'État islamique? Alors, Pascal Boniface. C'est la moins mauvaise possible. Ce n'est pas la meilleure solution, mais il y a plusieurs avantages dans cette coalition. Tout d'abord, ce n'est pas seulement une coalition occidentale. Et là, ça aurait été la garantie de l'échec. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak. Voilà. Et donc, ce type de coalition purement occidentale règle des problèmes et en crée d'autres. Parce que l'accusation, effectivement, de croisade, et ça permet de fédérer contre les puissances intervenantes de cela. Et le fait qu'il y ait des puissances arabes permet d'éviter cela. Elle est très large. Il y a, y compris des pays qui ont des difficultés de relations. C'est un secret pour personne que l'appréciation de la Turquie et du Qatar, par exemple, sur le conflit, sur l'aide aux Syriens et celle des pays sunnites du Golfe n'est pas du tout la même. Ils sont dans la même coalition, c'est une bonne chose. La présence de la Russie aussi est une bonne chose parce que ça donne une base beaucoup plus large. Et puis, un résultat qui n'a peut-être pas été assez noté. Pendant très longtemps, on a eu des réunions où on disait ce que l'on pouvait faire, et puis ça débouchait sur rien. Là, le sommet, il y a eu des décisions très concrètes qui ont été prises, notamment sur le plan militaire, et avec des conséquences que vous venez d'évoquer. Donc rien n'est réglé, bien sûr, ça va être long, c'est compliqué, mais on voit là qu'un coup d'arrêt a été donné et qu'on est parti dans la bonne direction. Ça reste fragile, mais le fait qu'il y ait cette large coalition, que la coalition soit large et que son étendue, sa largeur n'empêche pas la décision, est une bonne chose. Alors il reste l'interrogation de l'Iran. C'est vrai que c'est difficile de régler les problèmes de la région sans l'Iran, c'est impossible contre l'Iran. L'Iran n'est pas opposé, parce que l'Iran a un intérêt commun avec cette coalition. Mais les Saoudiens notamment, ainsi que les Émiratis, le Koweït, ne voulaient pas voir l'Iran. Et les États-Unis et la France ont accédé à cette demande. Ça n'empêche pas des contacts avec l'Iran sur d'autres fronts. Sur cette complexité, Romain Mazneau, RCF. Alors Barack Obama a dit et redit qu'il n'était pas question d'envoyer des troupes militaires sur le sol irakien. Est-ce que ça peut suffire les frappes aériennes pour venir à bout de l'État islamique? Pascal Boniface. Non, alors ça dépend de qu'est-ce que l'on appelle troupes au sol. Alors oui, des forces spéciales. Les forces spéciales, elles ont un statut spécial par définition. Elles ne sont pas, on ne discute pas leur envoi, c'est secret. Elles sont là sans être là. Mais elles sont indispensables parce que si vous faites des frappes aériennes, il faut qu'il y ait des gens au sol pour aider à cibler. Donc ce que Barack Obama a exclu, c'est une présence massive de troupes régulières au sol, l'armée de terre, les Marines, etc. Parce que tout simplement, il y a une fatigue de l'intervention du côté américain et que le public américain n'accepterait pas de relancer, de repartir dans une guerre. Les Américains se sont piégés ou ont été piégés aussi bien en Afghanistan qu'en Irak notamment. Barack Obama a été élu pour mettre fin aux guerres. Il est finalement, notamment pour des raisons de politique intérieure, tenu de repartir parce que c'est un peu le paradoxe. Le Congrès et les Républicains, qui sont quand même très largement responsables de cette situation parce qu'une grande partie du problème vient quand même de cette stupide guerre de 2003, lancée par George Bush, contre l'avis de la majorité des observateurs, de la communauté internationale, mais ceux qui s'opposaient à la guerre ont malheureusement vu leurs prédictions dépasser la réalité. Donc les Républicains, qui sont largement responsables de cela, accusent Obama de faiblesse et disent qu'eux avaient gagné la guerre et que c'est Obama qui est en train de la perdre et qu'il doit relancer les troupes. Mais en tous les cas, il ne va pas envoyer des troupes au sol de façon importante. Les forces spéciales, oui, d'ailleurs,
J'imagine que Ils y ce n'est sont pas le déjà, seul pays, ouais. qu'ils y sont déjà, et que les Français également Les Français aussi, font la même chose. Et puis pour aider les bombardements, pour ne pas être... il y a le côté aussi zéro mort, du côté des Occidentaux, les puissances occidentales, l'opinion publique occidentale ne supporte plus de voir des soldats périr pour des causes qui paraissent lointaines, même si on sait bien que ce n'est pas une cause lointaine. Elles sont toutes proches. Agnès Rotivel, La Croix. Est-ce que d'éventuelles frappes sur la Syrie, comme l'a envisagé Barack Obama, est-ce que ça ne serait pas jouer le jeu un peu de Bachar et en fond faire le travail qu'il n'arrive pas complètement à faire en se débarrassant de l'État islamique? Oui, c'est vraiment une question très très embêtante pour deux raisons. La première, c'est une raison juridique. C'est que des frappes sur la Syrie feraient sortir du cadre légal et affaibliraient la coalition parce que la Russie s'y oppose. Pour l'interdiction, il y a une interdiction du recours à la force. Il y a deux exceptions dans les relations internationales. Un mandat clair du Conseil de sécurité. Or, s'il y a une résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité le 15 août, sous le chapitre 7, elle ne prévoit pas expressément l'emploi de la force pour régler le problème de l'armée islamique. Donc, on ne serait pas dans le cas de la guérité. Mais pourquoi peut-on intervenir en Irak? C'est parce qu'il y a une demande express du gouvernement irakien, et donc on est dans la légitime défense et dans l'appel d'un gouvernement. Y compris en Syrie? Et non, pas en Syrie, parce que Bachar n'a pas appelé... Même si ça lui rendrait service. Si ça l'arrange. Mais il n'a pas appelé à des frappes parce qu'il ne veut pas que des frappes pourraient aussi aller sur ses propres positions. Donc il s'oppose à cela. Et en même temps, alors ça c'est un premier problème juridique important, parce que, surtout d'un point de vue français, l'an dernier, la France avait voulu aller faire des frappes en Syrie. Elle voulait y aller. Et au dernier moment... Et heureusement, de mon point de vue, heureusement nous n'y sommes pas allés, parce que la France, comme membre permanent du Conseil de sécurité, ne peut pas se permettre de sortir du mandat, ne peut pas se permettre de se lancer dans une action militaire sans mandat clair du Conseil de sécurité. Nous ne pouvons pas faire ce que nous avons reproché aux Américains en 2003, et par ailleurs, notre statut est moins assuré que le statut des États-Unis, et donc on aurait pris un risque énorme par rapport à notre statut de membre permanent. Et donc, il y a un problème juridique important. Et puis l'autre problème, celui que vous avez évoqué, c'est qu'effectivement, taper sur l'armée islamique vient à aider Bachar, qui lutte. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une troisième force au milieu, c'est l'opposition syrienne. Dite modérée. Et il y a... à géométrie variable. Voilà, parce que c'est très composite. Peut-être des gens qu'on n'a pas suffisamment aidés depuis 2 ans, et c'est là qu'il faut faire. Et le président François Hollande, dans la conférence qu'il a faite devant les ambassadeurs à la fin du mois d'août, avait déjà appelé à une réaction pour lutter contre Daesh, mais en disant que Bachar ne pouvait pas faire partie de cette coalition, qu'il n'était pas question de s'appuyer sur lui, ni même de l'intégrer. Ça ne doit pas être le moyen de réintégrer Bachar dans le jeu, alors qu'il est largement responsable, parce que c'est lui qui a fait grossir Daesh pour justifier son discours de seul rempart contre les djihadistes. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Et donc, cette fois-ci, la France a raison d'y aller. Pour vous, c'est indiscutable? En Irak, oui. En Irak, oui, parce que on est dans un cadre légal, c'est une coalition qui n'est pas purement occidentale, il y a une justification stratégique, il y a un appel du gouvernement, et il y a un danger réel. Il y a un danger réel parce que le risque de fragmentation, le risque... Alors, tout n'est pas sans inconvénient, c'est qu'on se dirige vers un éclatement de l'Irak. Le Kurdistan est de fait déjà indépendant. Et finalement, c'est un peu le triomphe posthume des néoconservateurs qui voulaient casser l'Irak. On voit très bien qu'on va se diriger, dans le meilleur des cas, vers un Irak fédéral avec un État sunnite, un État chiite, un État kurde. Si il y a encore un cadre fédéral, je dirais qu'on évitera le pire, mais il y a un risque d'éclatement, et peut-être que, si on parle de l'Écosse tout à l'heure, pour moi, le vrai danger, c'est une sorte de sécessionnisme vibrionnaire qui agite le monde, avec des volontés de sécession, et à chaque fois, lorsque l'on s'appuie sur une matière première ou une part de richesse plus importante que l'État central. Il y a un danger de prolifération, non pas nucléaire, mais étatique. Le nombre d'États augmente. Mais en tous les cas, là, pour revenir à votre question, oui, on avait raison de y aller. Ce n'est pas sans danger, mais une fois encore, il n'y a pas de solution idéale dans le monde actuel. C'est la moins mauvaise des solutions possibles. Et le fait qu'on soit dans une coalition large, avec un cadre légal, donne quand même le feu vert. Agnès Rotivel, La Justement, Croix. à propos des frontières, et notamment du Moyen-Orient, on voit en Irak, on voit en Syrie, et on voit aussi se dessiner la même chose au Yémen. Est-ce qu'on n'est pas dans une période où, au fond, les frontières qui issues de la fin de l'Empire ottoman sont en train de voler en éclats? Et est-ce qu'il faut se préparer à ça, finalement, au Moyen-Orient? Et est-ce qu'au fond, ce n'est pas finalement inévitable? Et est-ce qu'il ne faudrait pas envisager un autre avenir pour cette région que Pascal ces Boniface, frontières étatiques? C'est les événements et les
peuples ou les groupes qui décideront. Les frontières artificielles deviennent des réalités. Regardez le continent africain, les frontières ont été tracées par le colonisateur, elles sont tout à fait artificielles, elles coupent des peuples en deux, et dans leur sagesse, les dirigeants africains, lors des indépendances, ont dit on les garde. Elles sont mauvaises, mais on les garde parce que leur remise en cause serait plus importante. Vous le voyez entre l'Érythrée et l'Éthiopie, vous le voyez entre les deux Soudans, le fait de modifier les frontières n'a pas amené le calme, mais au contraire, avive un conflit. Dans cette région du monde, effectivement, c'est les accords Sykes-Picot, plutôt Sykes que Picot d'ailleurs, il faut bien le dire, au sortir de la Première Guerre mondiale, démantèlement de l'Empire ottoman, qui ont tracé des frontières artificielles, mais qui ont tenu jusqu'ici. Et la remise en cause des frontières est toujours douloureuse, pleine de dangers, et plutôt porteuse de guerre que... Ça vous inquiète plutôt? Oui, c'est plutôt inquiétant parce que ces États ont quand même acquis une réalité. Une fois encore, un éclatement de l'Irak pourrait conduire à des nouveaux conflits. Il faut garder peut-être un cadre fédéral, donner de l'autonomie, mais la prolifération du nombre d'États, les séparations ne sont pas toujours, comme l'ont fait les Tchèques et les Slovaques, de velours. Et on n'a pas encore parlé de l'Écosse. Elles sont plutôt souvent dans la fureur et dans le sang. Et cette région du monde est déjà remplie de fureur et de sang pour qu'on y ajoute encore un peu plus. Romain Masneau, RCF. Justement, parmi ces pays qui sont menacés, il y a le Liban qui est vraiment sous haute tension, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'avec ce qui se passe en Syrie, en Irak, est-ce que c'est de nature à remettre en cause l'existence même du pays, sa préservation ? Et on est inquiet pour le Liban depuis le début des années 80. D'abord dans une conséquence indirecte du conflit israélo-palestinien, puis des développements internes, et puis des appétits syriens, qui maintenant, le danger n'est plus l'appétit de la Syrie pour le Liban, c'est l'afflux de réfugiés syriens au Liban qui vient de nouveau déstabiliser le pays. réfugiés. Ce qui est quand même remarquable, je crois que c'est le pape Jean-Paul II qui avait dit que le Liban était un miracle. Ce qui est remarquable, c'est que finalement on voit que les différentes composantes libanaises, y compris le Hezbollah, ne font rien de trop qui puisse permettre l'éclatement du Liban. Et qu'il y a toujours, au dernier moment, on se retient de franchir. Alors, l'exercice est compliqué, difficile, parce qu'un jour ou l'autre, on peut aller à la marge. Mais finalement, les différentes composantes des chrétiens au Hezbollah du Liban, dans leurs divisions, dans leurs oppositions, dans leurs rivalités, n'ont jamais franchi la ligne de trop qui aurait conduit à l'éclatement du Liban. Et il est finalement remarquable que le Liban est déjà un pays compliqué, mais que malgré les conflits environnants, malgré l'afflux de réfugiés nouveaux, le Liban tient encore. Alors, il y a bien sûr la fuite des cerveaux, il y a une émigration qui peut porter atteinte, d'une part, à la vitalité du pays, d'autre part, aux équilibres démographiques internes, et notamment avec un exode chrétien qui pourrait s'accélérer. Mais quand on regarde la situation des pays de la région, le Liban n'est pas le plus mal loti. Et finalement, reste encore un pays qui se porte bien, même s'il y a des lourds nuages sur son existence. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Alors en fait, tous ces conflits ont quand même des résonances chez nous avec le phénomène des jeunes qui partent faire le djihad. Le gouvernement entend faire adopter un dispositif pour contrer ce phénomène. Est-ce que c'est la bonne mesure, selon vous, d'après ce qu'on en sait maintenant ? Pascal Boniface. C'est un phénomène inquiétant, parce que quand on parle de centaines de jeunes gens qui vont 900. partir là-bas, 900, oui. et bon, la comptabilité est difficile, parce que par définition, c'est clandestin. Enfin, on peut penser que l'estimation est à peu près correcte. Et non seulement ils partent, et en plus ils peuvent revenir. Et on a vu que les exemples, notamment ce jeune homme qui a commis l'attentat contre le musée juif de Bruxelles, etc. On voit bien, il y a deux problèmes. C'est dans quel état est cette partie de la jeunesse pour aller combattre là-bas. C'est qu'il y a quand même, ça prouve qu'il y a quand même une vraie difficulté, et le danger immense potentiel de ces gens qui reviennent aguerris, mieux formés militairement et tout aussi déstructurés mentalement. Et donc là, c'est effectivement un danger. Et donc il faut mieux éviter qu'ils partent et il vaut mieux éviter qu'ils reviennent. Éviter qu'ils reviennent, c'est pas... C'est-à-dire que s'ils reviennent, il faut que quelqu'un qui serait parti faire la guerre en Syrie ou ailleurs, s'il devait revenir en France, il faudrait mieux le surveiller attentivement. Agnès Rotivelle, la Je Croix. voulais revenir Dernière question. sur le conflit israélo-palestinien sur lequel vous avez beaucoup écrit. Et j'ai deux questions. Est-ce qu'au fond, il n'est pas complètement éclipsé par les problèmes qui paraissent à la communauté internationale beaucoup plus importants en Irak ?
Et quels sont les... Est-ce qu'au fond, ce conflit, dont les Américains disent toujours que c'est un conflit de basse intensité, donc du coup ne justifie pas d'un intérêt énorme, est-ce qu'au fond, c'est pas dans ce conflit israélo-palestinien que sont les racines de ce malaise qu'on voit au Proche-Orient? Pascal Boniface, une réponse brève et puis on reviendra sur ces questions. Alors éclipser, vous avez même des gens qui disent l'armée islamique en Irak a été créée pour éclipser le conflit israélo-palestinien, c'est la théorie du complot. Non, mais pour l'instant c'est plus important, mais le conflit israélo-palestinien, il est central. Il est central et même si l'actualité met d'autres conflits au premier rang, il reviendra malheureusement, je dirais. Et effectivement, vous avez raison, militairement c'est de basse intensité, quoique ce qui s'est passé quand même à Gaza était plutôt quand même assez intense récemment, mais il est central dans l'imaginaire. Les pays arabes sont complètement éclatés. Quel est le seul lien qu'il y a dans toutes les opinions arabes? Pas les gouvernements, mais les opinions, c'est la solidarité avec la Palestine. Et c'est quelque chose aussi qui est très fort dans l'ensemble du Sud. Regardez les pays, les États latino-américains, qui ont tous pris des mesures de sanctions contre Israël, alors que ce sont des pays qui sont ni musulmans ni arabes. Et donc on voit en Afrique du Sud également, avec bien sûr une solidarité historique. Et donc dans l'ensemble, peut-être moins en Inde aujourd'hui, parce que l'Inde a de nombreux accords avec Israël, peut-être le nouveau gouvernement va remettre ça en cause, mais on voit que dans de nombreuses parties du monde, et y compris chez nous, je crois que chez nous, il y a une génération Gaza qui est sortie, qui touche bien sûr au premier rang les jeunes musulmans, mais qui touche toute la jeunesse, comme toute la jeunesse était contre la guerre du Vietnam dans les années 70. On peut faire le parallèle. Tout à fait. Oui. Très bien. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens, puis nous allons naturellement évoquer la question des chrétiens d'Orient qui est centrale pour nous, après avoir posé ce paysage. Notre invité aujourd'hui, je vous le rappelle, est Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique. Vous restez avec nous. Merci. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens, avec aujourd'hui à notre menu l'actualité internationale, notamment au Moyen-Orient. Notre invité est Pascal Boniface, directeur de l'Institut de recherche internationale et stratégique. Il vient de publier le grand livre de la géopolitique aux éditions Erol, et puis La France, malade du conflit israélo-palestinien aux éditions Salvator. C'est Alain Baron qui pose la première question de cette deuxième partie de Face aux chrétiens pour Radio Notre-Dame. Oui, dans ce marasme au Proche-Orient, il y a des populations qui souffrent, c'est nos frères chrétiens d'Orient. Alors, quelle est la bonne solution? Parce que certains pays proposent de les accueillir. Si elle existe, oui. Faut-il les accueillir? Faut-il envisager d'autres façons pour eux de vivre sur place? Que faire? Pascal Boniface. Déjà, le mal est en grande partie fait. C'est-à-dire que la proportion des chrétiens dans ce monde oriental a fortement diminué. La guerre d'Irak en 2003 a d'ailleurs été déjà un premier élément et ça a continué depuis. Alors bien sûr, il faut accueillir ceux qui veulent venir. On ne peut pas décider à leur place. On peut pas. Vous connaissez le dilemme. Si tout le monde s'en va, il n'y aura plus de présence chrétienne en Orient et ça sera un drame non seulement pour les chrétiens, mais pour ces pays-là, parce que leur équilibre, leur structure interne sera complètement Les chrétiens sont indispensables à cet édifice-là. Ils font partie de l'histoire, de la vie, etc. Et de nombreux musulmans disent notre pays ne serait plus le même s'il n'y a plus de chrétiens en Irak, en Syrie, en Égypte, etc. Et donc, mais en même temps, quand quelqu'un veut fuir parce qu'il se sent menacé, on ne peut pas lui dire « reste chez toi parce que… » Que ferions-nous à leur place? Voilà. Et donc, je pense que, disons que la coalition qui a été mise en place, si elle permet de faire reculer Daesh, est déjà un début de réponse, de rendre la vie vivable pour les chrétiens, dans cette de refaire que les chrétiens ne soient plus persécutés pour leurs convictions, pour leur foi, pour leurs origines. Et donc c'est très largement toute la question du vivre ensemble. Il est très inquiétant que des gens n'acceptent plus l'autre parce qu'il est différent. Parce que ces sociétés qui étaient des sociétés à la fois dictatoriales sur le plan politique et ouvertes, et écuménique et tolérante sur le plan religieux, culturel et cultuel. Et là, on voit qu'elles ne sont plus pas pour autant démocratiques, mais elles sont complètement sectaires. Et c'est vraiment un défi extrêmement important. Les sociétés civiles deviennent de plus en plus sectaires. Oui, c'est ça. Agnès Rotivel-Lacroix. Cet exode des chrétiens d'Orient met finalement à mal le fameux dialogue islamo-chrétien que l'on prêche beaucoup en France et en Europe. Et au Vatican. Est-ce que vous pensez, parce que quand on parle aux chrétiens d'Orient, ce dialogue n'existe plus, il n'est plus possible. Qu'est-ce que, selon vous, il serait nécessaire de faire pour qu'au sein des musulmans, ce dialogue puisse vraiment prendre effet sans avoir à passer par des
autorités religieuses musulmanes dont on sait qu'elles sont pas représentatives et surtout très dépendantes des pouvoirs politiques. Alors Pascal Boniface, je crois au sein des musulmans. Vous avez mis le doigt sur une question essentielle. Les grandes représentations avec des cérémonies où il y a les chefs, etc., ça n'a pas de répercussions à la base très souvent. Et donc chacun s'en félicite parce qu'il y a de belles photos, on s'auto-congratule en disant qu'il y a, dialogue, hein, voilà, ça, oui. qu'il y a bon, mais réunir les plus hautes autorités religieuses, si ça ne redescend pas, c'est vraiment à la base. C'est les relations de voisinage, c'est les relations qui existaient où on se rendait service entre voisins. Et je dirais que surtout souvent on prend des faux représentants des communautés, des gens qui sont d'accord pour dialoguer, mais qui n'ont qui ne sont en rien prescripteurs. Mais qui peut représenter les islams qui sont très divers aujourd'hui, Pascal Boniface ? Je crois qu'il faut arrêter de faire des choses au sommet qui, très souvent, ont l'effet contraire à la base, qui apparaissent comme des moyens de récupération, et qu'il faut plutôt faire... Ces gens étaient souvent voisins, s'entendaient très bien, et donc c'est vraiment à la base qu'il faut faire cela. Et puis peut-être ne pas, et je vais peut-être vous choquer, mais ne pas se contenter du dialogue religieux, ne pas résumer le dialogue à la religion. Parce que finalement, c'est aussi un conflit politique. Et ce n'est pas un conflit religieux. Le conflit israélo-palestinien, par exemple, n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit territorial et politique. Et donc le résumer à la dimension religieuse, déjà, donne une mauvaise image de la religion et vient cultiver le sentiment anti-religieux et par ailleurs ne règle rien. Et donc, il ne faut pas, je dirais que, cantonner le dialogue aux plus hautes autorités religieuses sans avoir de dialogue politique et sans avoir de choses à la base, c'est certainement la plus mauvaise façon de parvenir à un résultat. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Certains ont estimé les réactions des autorités musulmanes en France un peu tardives sur la situation des chrétiens d'Orient. Vous aussi ou... Non, je n'ai pas l'impression. Alors, il y a toujours le sentiment de dire ça ne nous rendez pas responsables de cela. Et donc, si on doit s'exprimer, c'est qu'on doit assumer une partie de la responsabilité. Et comme vous le savez, et c'est votre ligne éditoriale, il y a trop souvent en France une stigmatisation des musulmans qui doivent se rendre comptables des excès, des djihadistes, etc. Quand Andreas Breivik fait un attentat à Oslo, on ne demande pas à l'ensemble des Blancs de se distinguer de lui et de le rejeter au nom d'une solidarité civilisationnelle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont fatigués de devoir s'excuser pour les djihadistes, pour les terroristes, comme s'ils avaient partie liée avec cela. Mais j'ai plutôt l'impression que les autorités religieuses ont réagi à temps. Le problème, c'est de savoir quel est leur degré réel de représentativité. Et je suis désolé, mais je ne suis pas certain, y compris que le recteur de la mosquée de Paris ait une audience aussi forte que cela. Il n'y a pas l'équivalent quand même... il n'y a pas d'archevêque légitime. Voilà. Donc il y a vraiment un problème, effectivement, de représentativité. Romain Mazneau, RCF. Récemment, lors d'une conférence, le cardinal Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, a estimé que les religions étaient la solution aux conflits, aux différents conflits en cours. Oui, il maintient la ligne du dialogue. Voilà, et pour vous, vous n'êtes pas d'accord, si j'ai bien compris, pour vous, c'est pas une question du tout religieuse. C'est pas la solution, c'est un moyen parmi d'autres, mais c'est pas la solution. Bien sûr, il vaut mieux qu'il y ait dialogue que les gens se crêpent le chignon, mais très honnêtement, c'est pas quand un évêque rencontrera un imam, qu'on fera une belle photo, qu'on publiera en première page, que le problème sera réglé. Disons qu'on aura bonne conscience, on poussera un cri de soulagement, ça ne réglera rien. Il ne faut pas arrêter le dialogue. Mais dire que c'est la solution et surtout la seule solution me paraît être plutôt une impasse qui permet de rassurer. Vous voyez, c'est le type de nouvelle qui satisfait le public parce que le public est pour le dialogue. Quand on parle de dialogue... Quoique, en êtes-vous sûr ? Oui, enfin, la grande majorité, quand même. La grande majorité disent il vaut mieux. Mais si on fait un parallèle avec les négociations israélo-palestiniennes, bien sûr, on préfère qu'il y ait des négociations que des affrontements. Mais il ne faut pas que les négociations soient là uniquement pour masquer l'absence d'avancée sur le terrain. Et donc, le fait qu'il y ait un dialogue au plus haut niveau en termes religieux n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Ça devient une mauvaise nouvelle. Ça devient une mauvaise nouvelle si ça permet de masquer tout le reste. Si c'est le voile que l'on jette sur une réalité déplaisante et que ça permet d'éviter de se poser les questions. Et une fois encore, c'est pas uniquement un problème religieux, parce que la religion, elle n'a pas changé. Les religions sont les mêmes. Et donc, pourquoi ça marche avant et ça marche plus maintenant ? C'est bien qu'il y a des problèmes politiques, sociaux, et qu'il faut vraiment mettre tout sur la table. Agnès Rotivel-Lacroix. Je voulais revenir sur ce qu'on a appelé la génération Gaza. En France, comme si on découvrait que tout d'un coup, il y avait des gens qui étaient disons, palestiniens.
Chaque année, le problème augmente de plus en plus. À chaque crise entre Israël et les Palestiniens, on voit qu'il y a une mobilisation de plus en plus forte en France, en l'occurrence pour les Palestiniens. Il y a une très forte mobilisation aussi politique sur les questions de boycott et autres. On sent que la France est très mal à l'aise, le gouvernement français est très mal à l'aise par rapport à la réponse à apporter à ces mouvements, particulièrement sur les questions de boycott, puisqu'on pénalise en France le boycott, contrairement à ce qui se passe en Grande-Bretagne et dans d'autres pays. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème réel en France avec la position du gouvernement par rapport à ce conflit, de positionnement par rapport à ce conflit? Et est-ce que la France ne se positionne pas toujours trop pro-Israël dans ce conflit? Je rappelle le titre de votre livre, Pascal Boniface, La France malade du conflit israélo-palestinien. Oui, je pense que ce conflit a des répercussions importantes. Quand j'ai publié ce livre en février, on m'a dit « mais non, c'est pas important, les Français ne s'en préoccupent pas ». Et puis on a vu quand même cet été avec la guerre de Gaza que ça avait un impact très direct avec des oppositions très fortes. Ce qui change d'ailleurs, c'est le récit. Pendant très longtemps, dans le média, on avait un récit avant tout israélien. Et donc, s'il y avait un attentat, on avait les images. Un immeuble bombardé à Gaza, on n'avait pas d'image. Et là, il y a un équilibre. On a les images des deux côtés. Et donc, l'opinion publique était très pro-israélienne lorsque De Gaulle a rompu avec Israël en 1967, et maintenant, plutôt majoritairement, pas pro-palestinienne, mais pense quand même que les Palestiniens sont plus victimes que responsables et qu'il y a une solidarité de fait avec les victimes, notamment civiles, du conflit. Et effectivement... La position du gouvernement. La position du gouvernement, alors que la France de Gaulle à Mitterrand et à Chirac était très aux côtés du combat pour la reconnaissance des droits des Palestiniens, François Hollande a surpris, et pour ne pas dire déçu, alors qu'au cours de la campagne électorale, il s'était engagé à reconnaître l'État palestinien. Eh bien, on lui a reproché, dans ce fameux coup de fil que Netanyahou lui passe, de faire un communiqué reconnaissant le droit à la légitime défense d'Israël, ce que personne lui nie. Mais la légitime défense n'est pas bombarder des immeubles où il y a des enfants, des écoles, des plages où les enfants jouent au foot et faire plus de 2 000. Ensuite, il s'est rattrapé. Oui, rattrapé. Enfin, bon, en tous les cas, beaucoup de gens ont estimé qu'il avait été plus proche de la position israélienne et que, en plus, on parle toujours d'une position d'équilibre. Mais il n'y a pas d'équilibre entre l'occupant et l'occupé. Quelle est cette position d'équilibre? Il y a une disproportion, bien sûr. Et donc, je veux dire, si on veut la paix, ce n'est pas aux Palestiniens de se retirer. C'est bien aux Israéliens de se retirer des territoires occupés. Et puis, et vous le savez, beaucoup d'ailleurs de chrétiens sont très timides là-dessus, il y a immédiatement l'accusation d'antisémitisme qui arrive si on critique le gouvernement israélien, qui est une arme, c'est ce que j'explique dans mon livre. Moi, ce qui me pèse beaucoup, c'est qu'il ne faudrait pas qu'Israël devienne, enfin c'est déjà le cas d'ailleurs, un sujet d'affrontement entre les Français. Et que Israël soit un sujet, la position que l'on peut avoir par rapport à Israël, soit un sujet où les gens ne se parlent plus. Et c'est déjà le cas. Beaucoup de juifs ne parlent plus à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, et ça peut aller jusque dans les écoles, des oppositions. Et dire que, bien sûr, il y a des gens qui manifestent pour Gaza et qui sont antisémites. Ils sont une minorité. Mais quand on voit que le CRIF ou Bernard-Henri Lévy accusent globalement tous les manifestants qui demandent, qui ne sont pas pro-Hamas, qui demandent l'arrêt des bombardements. Les manifestations qui ont eu lieu cet été demandaient l'arrêt des bombardements sur les populations civiles, ce qui n'est quand même pas énorme comme revendication. De tout de suite braquer sur eux l'accusation d'antisémitisme, et les organisations de solidarité avec Israël, avec la Palestine, sont très sensibles à cela. Elles font le ménage. Mais s'il y a 50 abrutis qui vont dans une manifestation et qui crient des slogans, voilà, c'est difficile de les empêcher. Et pourtant, il y a vraiment une coupure. Alors, Agnès Rotivelle-Lacroix. Le président Mahmoud Abbas est de passage à Paris vendredi, sur son chemin vers New York et l'Assemblée générale des Nations unies. Les Palestiniens, enfin le gouvernement palestinien qui semble être un peu à court d'idées pour essayer de relancer un dialogue, ou tout au moins une résolution de ce conflit, menace de saisir la CPI, la Cour pénale internationale. Est-ce que cette menace est possible, réelle? Et comment réaccrocher ce conflit pour essayer de trouver une solution ou de relancer au moins un dialoge ou tout au moins Pascal Boniface. Pour l'instant, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit, c'est une solution politique. Et ce que l'on voit, ce qui reste de la gauche israélienne, ce qui reste du vrai camp de la paix en Israël, dit s'il n'y a pas de pression sur le gouvernement israélien, rien ne se passera. Et donc, s'il n'y a pas de pression, parce que pour l'instant, du point de vue de Netanyahou, il n'a rien à perdre.
Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de sanctions, la population est plutôt en sa faveur, les Palestiniens sont devenus invisibles. Et donc, il pense qu'il est plus risqué d'avancer vers la paix que le statu quo, finalement, le conforte et qu'il peut grignoter un peu plus chaque jour les territoires palestiniens, notamment en Cisjordanie, et que si au final il y a un État, par la suite, palestinien, il sera le plus petit possible. Donc, s'il n'y a pas de pression, vous parliez d'ailleurs de la campagne boycott des investissements, sanctions des investissements. La France est le seul pays au monde qui pénalise les campagnes de boycott contre Israël. Dans aucune autre démocratie, cela existe. Et c'est une circulaire Alliot-Marie, mais qui reste en place depuis 2 ans. Donc Christiane Taubira n'a pas levé cette circulaire. Elle n'est plus appliquée, en fait, tellement elle est ridicule, mais elle existe quand même. Donc s'il n'y a pas de pression sur Israël, rien ne se produira. Et pour l'instant, on voit bien que personne ne veut vraiment faire pression. Très bien, nous allons terminer cette deuxième partie de Face aux chrétiens. Nous avons encore beaucoup de sujets à voir sur l'actualité internationale avec notre invité Pascal Boniface, directeur de l'Institut de recherche internationale et stratégique. Merci, à tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux chrétiens avec aujourd'hui l'actualité internationale, Moyen-Orient, Ukraine, Écosse. Russie, avec notre invité Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales stratégiques, auteur de 2 livres, le grand livre de la géopolitique chez Erol, et puis également La France malade du conflit israélo-palestinien chez Salvatore. C'est Romain Masneau de RCF qui pose la première question de cette dernière partie de Face aux chrétiens. Alors l'Écosse décide ce jeudi de son destin, décide si elle devient indépendante ou non par référendum. Alors, nous enregistrons l'émission, nous ne connaissons pas le résultat, mais s'il y a indépendance, est-ce que ça pourrait donner du souffle à d'autres mouvements séparatistes en Europe, en Belgique, en Espagne notamment ? Sûr. C'est le sécessionnisme, c'est la prolifération étatique. Effectivement, les Catalans sont dans les starting blocks, les Flamands aussi. Il y a le phénomène de Padanie en Italie. Et à chaque fois, il y a toujours des différences nationales. Il y a effectivement, historiquement, une opposition entre Écossais et Anglais, entre Catalans et Castillans, mais entre Flamands et Wallons. Mais on voit aussi quel est le point commun dans toutes ces différences historiques. C'est toujours les riches qui veulent se débarrasser des pauvres. Parce que les Écossais estiment qu'ils ont un PIB par habitant plus important que les Anglais, que les Catalans ne veulent pas redistribuer leur argent aux Castillans et au reste de l'Espagne, que les Flamands ne veulent pas payer les retraites des Wallons. Et on a ça, regardez le Kurdistan, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Les Kurdes irakiens veulent se séparer de l'Irak. Bien sûr, il y a une différence historique nationale, ils sont indépendants de fait, mais c'est parce qu'ils ont du pétrole et qu'ils veulent garder l'argent du pétrole pour eux. Et par contre, il n'y a pas de danger d'un grand Kurdistan, pour 2 raisons. C'est que les Kurdes ne veulent pas provoquer les Turcs, les Iraniens et les Syriens, mais surtout, c'est qu'ils ne veulent pas partager leur argent du pétrole parce que les Turcs syriens, les Kurdes turcs sont des pauvres par rapport aux Kurdes irakiens. Donc on voit bien, si on prend par exemple l'enclave de Cabinda qui veut son indépendance de l'Angola, c'est parce qu'ils ont du pétrole et qu'ils ne veulent plus payer, le Sud-Soudan, etc. Et donc partout dans le monde, vous avez il y a maintenant plus de guerres de sécession que de guerres de conquête. Et vous avez des mouvements sécessionnistes qui, bien sûr, se nourrissent mutuellement parce que si l'Écosse vote son indépendance, alors on pourra dire bien fait pour Cameron, etc., mais au-delà de cette joie mauvaise, il faudra bien voir que les Catalans vont être stimulés, que ça va relancer le débat en Belgique, etc., etc. Et quelles seraient les conséquences économiques et financières ? Est-ce qu'il y aurait une crise de la livre sterling, les banques oui, ça, il y a la Petite-Bretagne ou l'ex-Grande-Bretagne, le Royaume des Unis en subirait les conséquences. L'Écosse pourrait, à mon avis, bien s'en tirer, mais ce seraient des conséquences non pas pour le reste de l'Europe, mais des conséquences très fortes. Et bien sûr, Londres serait profondément affaibli. D'ailleurs, quand on voit l'Union nationale anglaise, tout parti confondu, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça ne soit pas contre-productif, qu'ils aillent ensemble plaider parce que c'est vraiment un intérêt commun. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Aux portes de l'Europe, il y a aussi le drame ukrainien qui se joue. Est-ce que vous pensez que l'Union a fait ce qu'il fallait pour éviter ça, parce qu'on a l'impression qu'elle est bien faible et bien incapable. Pas tout à fait. Je crois que l'Union européenne avait réussi un succès diplomatique fantastique en février, lorsqu'elle avait trouvé un deal entre l'ancien président Yanukovych et l'opposition. Et puis le lendemain, il y a eu ce coup de force, Yanukovych a fui, et on n'a pas assuré le service après-vente finalement, alors qu'un accord politique porteur avait été trouvé. Pascal Lamy, qui n'est pas un agent pro-russe, dit que l'Ukraine a besoin d'avoir des relations aussi bien avec la Russie qu'avec le monde occidental, comme le Mexique a besoin d'avoir des relations avec l'Amérique latine et les États-Unis. L'Ukraine est un pays dual.
Et je trouve que l'accord qui a été signé à Minsk entre Porochenko, Poutine et l'opposition, tiens, c'est une bonne nouvelle que Porochenko ne parle plus des terroristes de Donetsk, mais accorde un statut, alors on peut dire qu'il cède au rapport de force, mais c'est une volonté populaire quand même qui existe dans l'Est de l'Ukraine. Donc là, il semble qu'on se dirige vers un accord tout simplement parce que les Ukrainiens voient l'hiver arriver et qu'ils savent très bien que ce ne sont pas les États-Unis, et que ce ne sont pas les Européens qui vont payer la note de gaz et qu'il faut bien qu'ils trouvent un accord avec les Russes et que le rapport de force n'aurait pas favorable. Mais quand même, d'un point de vue très large, on a eu une présentation, le méchant Poutine, etc. Les médias occidentaux en général, ont quand même été très Poutine-bashing, à stigmatiser Poutine. Trop, à votre non avis pas, disons, de façon excessive. Non pas que Poutine soit Mère Teresa, mais en tous les cas, il y a été, on a été un peu au-delà. Il y a eu, disons, plus d'éditoriaux, c'est la facilité de critiquer Poutine, les bons, les méchants, etc. Parce que, il y a du bon dans Poutine ? En tous les cas, pour les Russes, oui. Oui. Si vous êtes russe, vous soutenez Poutine parce qu'il a redressé le pays. Si vous êtes, et pour les mêmes raisons qui font que Poutine est impopulaire dans le monde occidental, font qu'il est populaire chez lui. Bon, Yeltsin, c'était l'inverse. Il était populaire dans le monde occidental, il était impopulaire chez lui parce qu'il avait affaibli le pays. Donc bien sûr, il est brutal, bien sûr, il n'est pas démocrate, bien sûr, il est répressif, oui. Néanmoins. Mais en tous les cas, chez lui, il est populaire. Mais et en plus, il est là. Donc, on ne peut pas dire « je ne veux pas le voir parce qu'il est méchant ». Il est là et il faut bien traiter avec lui. Et pour juste conclure sur ce point, de quoi les Ukrainiens sont victimes ? Plus que de Poutine, plus que de la Russie, plus que du manque de solidarité de l'Union européenne ou des États-Unis, les Ukrainiens sont victimes de leurs dirigeants qui, depuis 25 ans, se sont enrichis au détriment du peuple, au détriment de ce pays formidable où les gens sont formés, accueillants, où il y a vraiment des gens fantastiques, mais les oligarques qui ont vidé le pays. Il y a des oligarques en Russie, mais le pays s'est quand même développé. Alors bien sûr, il y a le gaz, il y a le pétrole, ça aide par rapport à cela. Mais on peut dire que l'Ukraine est avant toute menace extérieure, victime de dirigeants qui, notamment certains, en passant des accords avec la Russie sur le gaz, en prenant une partie de la rente pour eux, n'ont pas pensé... L'Ukraine manque d'hommes d'État. L'Ukraine a manqué depuis qu'elle est indépendante d'hommes ou de femmes d'État, puisque Mme Tymoshenko, pour sympathique qu'elle soit, elle n'a quand même n'a pas été d'une grande honnêteté. Et donc c'est de cela, de l'absence de vrais dirigeants, dont l'Ukraine est principalement la victime. Avant de revenir au Moyen-Orient, une question, les Mistral, il faut les vendre à la Russie ? Oui, enfin, alors, disons que là, le cessez-le-feu, disons que s'il y avait des combats, ça serait un peu compliqué par rapport aux pays de l'OTAN, par rapport à nos pays de l'Union européenne, notamment les Polonais. Et les Polonais ont une attitude particulière, les États baltes, parce que, il faut comprendre le point de vue de chaque pays. L'intangibilité des frontières, ça a une résonance dont on parlait tout à l'heure, ça a une résonance dans l'ensemble du monde, mais encore plus en Pologne, puisque ce pays, par définition, a souffert des violations permanentes, historiques de ses frontières. On comprend de ce fait le point de vue polonais. Mais en même temps, la France a besoin de cette exportation pour l'emploi, a besoin, parce que payer 5 milliards d'euros de dédits devant une instance arbitrale, si on ne les vend pas, on va avoir du mal à les trouver, et aussi en tant que fournisseur crédible d'exportation de matériel militaire. Voilà. Ceci étant, avec la guerre, c'est pas possible. Là, si le cessez-le-feu tient, eh bien, on pourra revenir au coup d'avant et repartir. Je pense que Hollande a pris la moins mauvaise décision en suspendant, il n'a pas annulé, il a suspendu, on s'est donné une respiration temporelle, et souhaitons, pas seulement pour les Mistral, pour l'ensemble du dossier, que le cessez-le-feu tienne. Une fois encore, Porochenko me semble prendre la bonne direction, parce que pendant très longtemps aussi, les Occidentaux poussaient les Ukrainiens à la surenchère par rapport à la Russie, mais qui paye la note à la fin? Ce sont les Ukrainiens. Et donc, il est facile d'être plus ukrainien que les Ukrainiens, mais les Ukrainiens ont besoin d'un accord avec les Russes, qui soit pas léonin, mais qui soit quand même un accord. Agnès Rotivelle, La Croix. Je voulais revenir sur le rôle de l'Europe. On parlait de l'Écosse, tout le monde s'inquiète en disant, y compris l'Europe, non, il faut rester dans l'île, dans le Royaume-Uni. Mais après tout, les Écossais disent, nous, on est plus européens que les Anglais, et nous, on veut rester dans l'Europe. Si Cameron décide de quitter l'Europe... Le sécessionnisme pro-européen. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de cette Europe qui ne veut pas l'Écosse indépendante, qui veut l'Ukraine et ramène l'Ukraine à elle-même? On ne sait plus trop comment se positionner par rapport à cette Europe politique étrangère européenne. Voilà, exactement. Et encore, c'est vrai que sur la Crimée, sur l'Ukraine, on a fait l'inverse de ce qu'on a fait au Kosovo. Et il y a une double hypocrisie, des Russes et des Occidentaux.
Au Kosovo, les Occidentaux ont fait prévaloir le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sur le principe de l'intégrité territoriale, et les Russes protestaient contre cela. En Crimée, les Russes ont fait l'inverse et n'ont pas protesté contre cela. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie, mais je ne vous l'apprends pas. Par rapport, l'Union européenne, bien sûr, ne peut pas ne peut pas avoir une position contradictoire de gouvernement britannique. Et donc plaider pour l'indépendance de l'Écosse, ceci étant, du point de vue de l'intérêt de l'Union européenne, une Écosse plus européenne et des Britanniques qui s'en vont, ce n'est peut-être pas mauvais, honnêtement. Et donc si officiellement l'Union européenne ne peut pas aller à l'encontre d'un pays membre, d'un État membre, officiellement, bien sûr, je ne suis pas sûr que dans leur fort intérieur, certains dirigeants ne se disent pas être débarrassés de la Grande-Bretagne et avoir l'Écosse qui est plus active et plus européenne, pourquoi pas? C'est vrai que la Grande-Bretagne a été depuis longtemps plus un frein qu'un moteur dans la construction européenne. Romain Masneau, RCF. Au milieu de toutes ces crises, de tous ces drames, l'opinion publique s'est finalement assez peu émue de la mort de 500 migrants après un naufrage apparemment provoqué par les passeurs eux-mêmes. Pourquoi est-il si difficile de lutter contre les réseaux de trafiquants? Est-ce qu'il y a un manque de moyens, un manque de volonté surtout, volonté politique? Il y a un manque de moyens parce qu'il y a un manque de volonté. Donc, à l'échelle européenne, parce que on est dépassé par cela, mais enfin, ce n'est pas non plus des moyens, c'est qu'il y a une sorte d'acceptation tacite, en tous les cas. Sauf que ça devient plus rude, quand même. Le nombre de migrants en Italie a doublé ces 6 derniers mois. Oui. Et puis, les événements dont on parlait dans la première partie de l'émission provoque un flux supplémentaire. C'est que il y a une dizaine d'années, c'était plutôt des Africains qui recherchaient, qui étaient des migrants économiques. Là, il y a beaucoup de migrants politiques, géostratégiques ou religieux. Mais enfin, c'est pas pour leur foi, c'est pour les événements géopolitiques. Et donc, ça a un afflux supplémentaire. Et effectivement, on voit bien qu'il y a une absence de solidarité européenne. On laisse un peu les Italiens se débrouiller, etc. Et puis, il y a une sorte d'habitude. Ah oui, un bateau a coulé, mais c'était déjà arrivé, etc. C'est vraiment, humainement, c'est quand même un défi très, très grave, très important. C'est ce qu'a dit le pape François quand il s'est rendu à Lampedusa. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Alors, on n'a pas encore évoqué le rôle de la France en Afrique, mais finalement, les seuls succès incontestables de François Hollande, est-ce que ce ne sont pas les opérations extérieures ? Tout à fait. Pascal Boniface. Tout à fait, parce qu'on voit que sa politique étrangère, mis à part certainement Gaza et le Proche-Orient, est moins critiquée que sa politique intérieure, et que lorsque l'on se remémore les critiques, lorsque l'opération au Mali avait été lancée, ça ne marchera jamais, on n'a pas les moyens, on met le pied dans un bourbier, etc. Finalement, par rapport à cela, François Hollande, que l'on accuse très souvent de procrastination, d'hésitation, de ne pas taper du poing sur la table, a pris une décision rapide en réaction aux événements. C'était pas du tout. La différence, c'est qu'il y a dans certains secteurs de l'opinion une opposition de principe à toute intervention militaire. Mais l'intervention militaire, dont beaucoup ont échoué, l'Afghanistan, l'Irak, etc., c'est pas en tant que, il ne faut pas tomber dans une sorte de... Je crois que le slogan pourrait être ni militarisme, ni pacifisme. Donc, lorsqu'il y a un problème politique, la solution militaire n'est pas la première solution à trouver, mais l'exclure a priori, quand on a épuisé tous les autres recours, non plus. Et que dans ce cas-là, on voit bien qu'il y a une volonté, et les Maliens, aussi bien d'ailleurs les Maliens qui vivent en France que les Maliens qui sont au Mali, étaient favorables à l'intervention. Les pays de la région l'étaient également. Le gouvernement malien la demandait, et y compris les Russes ont voté favorablement, comme les Chinois, favorablement à cette intervention au Conseil de sécurité. Donc on avait un mandat légal, une approbation nationale, régionale, et que, même si tout n'est pas gagné, on voit bien quand même que se serait-il passé si la France n'était pas intervenue. Les djihadistes auraient pris Bamako, et pour les en faire repartir, ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc on a, ce qu'on voit maintenant en Irak, la naissance d'une emprise territoriale sur un pays aurait été faite au Mali. Comme c'est un pays enclavé, c'était beaucoup plus compliqué d'intervenir. Donc on a évité ce pire, même si on sait très bien que la politique intérieure malienne est encore un peu compliquée, que le dialogue a des ratés, mais voilà, on a évité le pire, on est reparti dans la bonne direction. Agnès Rotivel, La Croix. Oui, toujours dans la région du Maghreb, la Libye, par exemple, est un sujet vraiment qui inquiète visiblement tout le monde. On y est allé, notamment et aujourd'hui et en fait, l'instabilité de la Libye est considérable, je veux dire, aussi bien au niveau des migrations qu'au niveau politique et militaire. Alors, que faire en Libye? Est-ce que la France doit intervenir? Puisque c'est, semble-t-il, ce qu'on entend. C'est le fiasco total, et quand on se remémore comment ça s'est passé, il y a deux problèmes sur la Libye. Un, c'est que quand on fait une intervention militaire, il faut penser au jour d'après.
Et il ne suffit pas de pouvoir montrer le scalp de Kadhafi à la télévision pour dire « j'ai gagné ». C'est vraiment dans l'immédiateté, même si ça a duré 7 mois d'ailleurs par ailleurs. Et heureusement qu'Alain Juppé a obtenu une résolution du Conseil de sécurité parce que Sarkozy et Bernard-Henri Lévy voulaient partir sans résolution, disant l'ONU on s'en fout, et je ne vois pas dans quelle situation on aurait été. Et puis, il y a 2 problèmes en Libye. Il y a l'état de la Libye actuelle, effectivement, mais on ne va pas envoyer des troupes au sol pour régler ça parce qu'on va aggraver le problème qu'on en a créé. Et l'autre, qui me paraît encore plus grave, c'est que finalement, de quoi souffrent les Syriens ? En grande partie de ce qui est survenu à la fois en Irak, non, les Syriens. Les Syriens, d'accord. À la fois de ce qui est survenu en Irak, ils payent le prix de la guerre illégale d'Irak de 2003 et du changement que l'on a fait en 2011 en Libye. Parce qu'en 2011 en Libye, pour la résolution 1973 qui a autorisé l'usage de la force en Libye, c'était pour protéger la population de Benghazi. Et puis et donc les Russes et les Chinois, ainsi que l'Afrique du Sud, l'Allemagne et le Brésil, se sont abstenus. Donc ils ont accepté, en s'abstenant, ils ont accepté l'intervention militaire. Et puis en cours de route, on s'est dit, ah mais on ne fait plus, pour protéger la population, il faut qu'il y ait un changement de régime. Parce que tant que Kadhafi sera au pouvoir à Tripoli, la population libyenne sera en danger. Et donc, alors que le concept de responsabilité de protéger était là pour éviter le débat creux entre ingérence et indifférence. Une action internationale généralement acceptée, une large coalition pour protéger la population, eh bien en Syrie, les Russes font le veto, mettent le veto, font le blocage, en se remémorant ce qui est survenu en Libye. Ils disent, vous nous avez eu en Libye, vous ne nous aurez pas en Syrie. Et donc, les Syriens sont les victimes indirectes de la mauvaise gestion du conflit libyen. Une dernière question de Romain Mazneau, RCF. Est-ce que vous pensez que toutes ces crises internationales, la peur de l'islamisme radical et parfois la peur de l'islam tout court, est-ce que tout cela, c'est de nature à donner du grain à moudre au discours populiste en France et notamment au discours du Front National ? Bien sûr, on le voit chaque jour. Ce n'est pas la seule raison. Disons qu'un chômage récurrent, une coupure entre les élites et la population, parce qu'une fois aussi, par rapport au Front National, ce n'est pas uniquement en venant faire des leçons de morale aux électeurs du Front National qu'on va avancer. C'est une question, on a trop avancé sur le sociétal et pas assez sur le social. Et donc c'est ça aussi qui fait le lit du Front National. Mais il se nourrit également de ce discours anti-musulman. On sait très bien qu'en période de crise, il faut toujours un bouc émissaire et que les Roms et les musulmans sont les boucs émissaires de l'époque moderne. Et que, une fois encore, c'est vraiment en avançant sur les questions sociales qu'on permettra de lutter contre cela. Mais il y a un discours d'exclusion, un discours de stagnation. Et en même temps, quand même, quand je discute avec des amis musulmans, je leur dis, vous savez, vous pouvez dire que vous êtes moins bien traités que les autres, mais ne dites pas que les choses empirent. Parce qu'en fait, il y a plein de bons succès d'intégration. Moi, quand j'étais à Mantes-la-Jolie au lycée, il n'y avait pas d'arabe dans le lycée. Parce qu'ils faisaient que le lycée technique. Et qu'ils n'allaient pas au lycée classique. Aujourd'hui, quand même, il y a aussi, les choses progressent, elles sont encore inégales pour les musulmans, mais elles sont quand même moins graves. Le racisme, il y a plus de 30 morts par an, comme dans les années 80. Le racisme diminue en France pour vous, Pascal Boniface. Oui. Il est toujours trop présent, mais il est moins structurel, moins fort. Dans les années 80, il y a quand même une trentaine d'Arabes par an qui se faisaient tuer par arme à feu. Dans la plus totale indifférence. C'est quand même heureusement plus le cas. Très bien, merci à vous, Pascal Boniface. Je rappelle les titres de vos livres, La France, malade du conflit israélo-palestinien chez Salvatore, un sujet que nous avons largement évoqué, et puis également le grand livre de la géopolitique aux éditions Erol. Je rappelle que vous dirigez l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique. Notre invité la semaine prochaine sera Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Nous aborderons avec lui évidemment l'actualité économique et sociale. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission dans son intégralité sur les sites des partenaires, La Croix, KTO, Radio Notre-Dame et RCF. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.